Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous nous entendez bien. Merci d'être, présents pour cette, communauté métier sur la thématique de l'IA et du green IT. Alors on est sur une joint venture aujourd'hui, on est sur un crossover entre, 2 communautés métiers, celle que Gaëtan, gère sur la partie IA et celle que je gère en général sur la partie, plutôt green tech. Gaëtan, je te laisse te présenter. Yes, merci, Bastien et bonjour à tous. De même, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va vous comme l'a dit Bastien, on va vous présenter, un sujet sur, l'IA frugale, entre nos 2 communautés métiers, du coup, Green Tech du côté de Bastien et IA de mon côté. Bien entendu, merci de vous être connectés. Très bien et pour ma part, du coup, Bastien, je suis effectivement lead de la communauté Cleantech. Je suis aussi service delivery manager au sein d'Extia où je travaille depuis 2019, quelque chose comme ça et je porte notre offre dédiée, au numérique responsable qui s'appelle Ethics et donc aujourd'hui, on voulait faire, voilà, un petit peu un mélange entre les 2. On sait que l'IA, c'est une thématique qui est quand même extraordinairement d'actualité, avec des choses qui évoluent très, très vite. Il y a 1 an à peu près, j'avais fait un premier meet-up sur l'impact environnemental de l'IA. Depuis 1 an, beaucoup de choses ont évolué. On a des référentiels d'IA frugale qui ont commencé à apparaître. On a une adoption plus large de l'IA qui s'est faite également. Et donc, on voulait voilà, faire un point d'actualité aujourd'hui sur cette thématique-là. Mais pour commencer, si on parle d'IA frugale, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de frugalité en IA. C'est quoi l'impact environnemental de l'IA? Et pour comprendre cet impact-là, il faut voir un petit peu où est-ce qu'il pourrait se situer. Un modèle d'IA, on peut considérer que ça a à peu près 8 étapes dans son cycle de vie. On va avoir le cadrage, de la voilà, du projet, d'IA générative. On va voir la conception, le développement de ce modèle d'IA, la validation du modèle pour être sûr qu'il atteint les degrés de performance qui sont, heu, qui sont adaptés, le déploiement de ce modèle-là sur une infrastructure adaptée pour le faire fonctionner avec les GPU qui vont bien, l'exploitation de ce modèle, et avec toutes les phases d'inférence qui vont arriver, la réévaluation de ce modèle si on a envie de le mettre à jour, et ainsi de suite jusqu'à sa fin de vie. Et finalement, sur toutes ces étapes que vous voyez, sur la frise, en haut, on va avoir des impacts qui vont être un petit peu différents. Il y a des activités différentes. Dans la conception et le développement, on va avoir des impacts que souvent on oublie, qui sont liés, aux itérations nécessaires pour trouver le bon modèle. Parce qu'on ne vient pas comme ça avec un nouveau modèle, en l'entraînant une fois. Ça demande un petit peu de travail préparatoire pour réussir à le faire et beaucoup d'essais et de génération. De la même manière, pour, l'entraîner, il faut également qu'on travaille pour créer le jeu de données. On ne va pas juste, ouvrir le modèle sur, tout internet. On a besoin de récupérer des données, éventuellement de les qualifier, de les labelliser. Sur le déploiement, on va devoir provisionner un environnement, comme on l'a mentionné, avec du CPU, du GPU, de la RAM, bref, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et ensuite, lorsqu'on va exploiter le service, on va avoir des impacts qui vont être liés plutôt à l'inférence, c'est-à-dire vraiment, aux échanges que vous pouvez avoir avec vos modèles d'IA sur: «Je fais un prompt et ensuite j'ai une réponse». Donc vraiment sur toutes les étapes du cycle de vie d'un modèle d'IA, on va avoir plein d'opérations qu'on va réaliser. Sur chacune de ces opérations, on va pouvoir avoir des impacts qui sont liés finalement au matériel sur lequel ça va tourner. Ce matériel-là, il a un impact qui est lié au cycle de vie que vous voyez en dessous, donc à la fabrication du matériel, la fabrication des puces informatiques, des GPU, des TPU, avec, donc toute l'extraction des matières premières qui est nécessaire, la production des équipements également. Ces équipements qu'on va acheminer ensuite dans un data center, donc il y a également un petit peu d'impacts qui sont liés au transport. Ensuite, ces data centers, on va le faire fonctionner. Donc on a besoin effectivement de nos racks de serveurs, mais on a besoin aussi de la climatisation pour le refroidir. On a besoin d'éclairage pour, pouvoir travailler dedans. On a besoin d'onduleurs pour être sûr que si on a une petite panne d'électricité, on réussit quand même à faire fonctionner encore un instant, les serveurs ou à les, shut down de manière, à peu près propre. On peut avoir des groupes électrogènes également qui peuvent prendre le relais et qu'on va essayer de faire tourner, régulièrement pour nous assurer qu'ils fonctionnent bien. Et enfin, on va avoir la fin de vie des équipements, encore une fois, où on va les sortir de nos racks et ensuite les amener, plutôt à la déchetterie en déchets d'équipements électroniques. Donc vraiment sur tous ces impacts, là, sur toutes ces étapes du cycle de vie, il va falloir qu'on se dise: «OK, mon modèle d'IA, quels sont ses impacts concrets?» Et pour ça, on va regarder, par exemple, déjà à l'entraînement, les premières phases qu'on décrivait. Est-ce que, l'impact de l'entraînement, il est important? Il se trouve que cet impact, il a tendance aujourd'hui à augmenter. Le graphique que vous voyez à gauche, il est produit par une société qui s'appelle Epoch AI qui, cherche un petit peu à promouvoir, on va dire, l'usage de l'IA générative et ce que cette société nous montre, c'est que, tous les ans, la puissance de calcul nécessaire pour faire
entraîner un modèle d'IA et multiplier par 5. C'est-à-dire que les modèles d'aujourd'hui ont nécessité 5 fois plus de puissance de calcul que les modèles de l'année dernière pour être entraînés, qui ont eux-mêmes nécessité 5 fois plus de puissance de calcul pour être entraînés que les modèles de l'année d'avant. Donc on fait facilement voilà, x5, x25, x125, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt exponentiel en termes de puissance de calcul nécessaire pour entraîner un modèle d'IA. L'échelle que vous voyez à côté est logarithmique. Et bon, vous savez qu'il y a une loi qui existe, qui est la loi de Moore, qui dit que la puissance informatique également a tendance à doubler à peu près tous les ans et demi, tous les 2 ans. Heu, bon, si on double la puissance de calcul, mais qu'on fait x5 sur la puissance nécessaire pour entraîner, et ben, il va falloir qu'on mette toujours plus de place. Donc on a un petit peu ce double effet qui apparaît, qui fait que voilà, l'impact lié à l'entraînement des modèles d'IA a tendance à exploser. Il y a quelques années, ChatGPT, 3, c'était à peu près 500 tonnes de CO2 pour être émises. Un modèle, un peu plus récent comme, Llama 3.1 de Meta, c'était plutôt dans les 8 000 tonnes. Donc on est passé sur un ordre de grandeur au-dessus. Et ce que vous voyez ici, c'est un graphique un petit peu qui a été établi par Carbone 4, qui est un cabinet spécialisé dans l'étude, des impacts environnementaux de différents secteurs. Et encore une fois, voilà, ce que vous voyez, c'est que pour, l'entraînement du seul modèle de Llama 3 de 3.1 de Meta, bah, on a émis 8 000 tonnes par rapport à son seul entraînement. Il y a eu un nombre indéterminé d'itérations pour réussir à arriver jusqu'à ce modèle-là qui a été publié, qui ont également eu des impacts. Il y a les impacts qui sont liés ensuite, au, fonctionnement du data center. Il y a les impacts qui sont liés à la fabrication du matériel pour, réussir à, voilà, construire ce data center. Il y a les impacts qui sont liés également à l'inférence, du modèle. Et donc finalement sur une communication qui est, celle de Llama de dire, enfin de Meta qui est de dire: «On a émis, 8 tonnes de CO2», et ben, en fait, peut-être qu'on en a émis, 2-3 fois plus pour réussir à publier ce modèle-là. Donc on a des entraînements qui sont de plus en plus longs, de plus en plus émetteurs, heu, de CO2, de plus en plus consommateurs de watts. Au niveau de l'inférence, c'est aussi un peu le cas. C'est-à-dire qu'en fonction du, type, de modèle avec lequel on va travailler, on peut avoir une inférence qui va être plus ou moins énergivore. Le plus énergivore, en général, ça va être tout ce qui va être multimédia, les images, les sons, les vidéos. On considère que pour générer une image, on va consommer à peu près autant d'énergie que pour recharger, un smartphone. Et pour générer une vidéo, bah, c'est à peu près autant d'énergie que pour recharger un ordinateur, carrément, un ordinateur portable. Donc on a des impacts qui sont beaucoup plus grands, 60 fois plus grands, par exemple, entre la génération d'une image et la génération d'un texte assez simple. Et entre différents contextes, différents prompts, on peut aussi avoir des écarts qui sont importants. C'est-à-dire que si vous faites un prompt assez réduit avec un nombre de tokens générés à la fin qui est assez réduit, on peut avoir des impacts qui sont assez maîtrisés. Par contre, plus vous allez fournir des informations à votre IA, plus les impacts qui sont associés vont augmenter. Et ça, c'est ce deuxième graphique que vous voyez à droite, qui est toujours, fourni par Epoch AI, qui le montre. Ils ont essayé d'estimer pour, différentes tailles de contexte, dans quelle mesure est-ce que ça faisait exploser la consommation énergétique, grosso modo, du modèle. Et ils estimaient que pour, une petite requête à ChatGPT, c'était 0,3 Wh, ce qui est pas beaucoup. Pour une requête un peu plus longue, on dépassait largement le wattheure, et pour une requête, qui concerne la taille, maximale du contexte, admissible par le modèle, bon, bah, on consommait, plus d'électricité, que, 2-3 minutes, de consommation d'un foyer moyen aux États-Unis, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc on va avoir ces impacts-là qu'il faut garder en tête, à savoir que voilà, plus on est sur du multimodal, plus on est sur de, l'IA qui va générer de l'image, du son, de la vidéo, plus les impacts seront grands. Et plus on va fournir d'informations à un modèle d'IA, plus les impacts également seront grands. Et ces impacts, toujours, il faut les rapporter, encore une fois, à ce sur quoi est-ce que, le matériel tourne, à savoir un centre de données. Et là, je voulais faire un petit point d'actualité sur une étude qui a été publiée, pas plus tard que la semaine dernière par l'ARCEP, donc une des agences qui régule le numérique en France, qui s'est intéressée à la consommation d'électricité des data centers, sur notre territoire. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que, entre 2021 et 2024, on voit que la consommation d'électricité des centres de données a tendance un peu à exploser, heu, en France. La consommation, d'eau, un peu aussi, même si, ça a un petit peu baissé l'année dernière, et les émissions de CO2 et la consommation d'électricité aussi. Alors que ces data centers sont par ailleurs de plus en plus efficients. Et ça, c'est cet autre, graphique-là que vous voyez sur le PUE moyen selon l'âge qui le montre.
Le PUE, c'est le Power Usage Effectiveness, c'est l'un des indicateurs qui permet d'estimer l'efficience d'un centre de données. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il soit égal à 1. En fait, c'est l'électricité globale du data center qu'on divise par, l'électricité qui sert uniquement à faire fonctionner les équipements informatiques. Donc grosso modo, ça va prendre en plus, la climatisation, les éclairages, les onduleurs, tout ce qu'on a mentionné précédemment. Donc l'objectif, c'est que voilà, la surconsommation, d'un centre de données, heu, liée quelque part à l'utilisation de la clim, à l'utilisation des onduleurs, l'utilisation de l'éclairage, plus cette surconsommation est faible, plus l'électricité qu'on met dans un data center sert vraiment à faire fonctionner des puces. Donc il faut que ce soit, voilà, à peu près la même chose, donc il faut que le ratio du PE soit à peu près à 1. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces dernières années, les PUE ont eu tendance à baisser, que ce soit pour des data centers des centres de données qui sont récents ou même des centres de données qui sont parfois un petit peu plus anciens. Heu, idem sur, la puissance du data center. Plus on a des data centers qui sont gros, bah, on voit quand même aujourd'hui que leur PU, il a tendance à baisser. Mais on a encore une fois cette décorrélation, c'est-à-dire qu'on a des centres de données qui sont de plus en plus efficients, mais qui émettent de plus en plus, de gaz à effet de serre et qui consomment de plus en plus d'électricité, parce qu'on les utilise de manière beaucoup plus intensive, en raison notamment de l'IA générative. Ce qui pousse par ailleurs des agences comme l'Agence internationale de l'énergie à estimer que, la consommation des centres de données, ça c'est le graphique que vous voyez à droite, pourrait être multipliée par 4-5, d'ici à 2030-2035. Ce qui fait que, les centres de données à eux seuls consommeraient à peu près autant d'électricité qu'un pays comme le Japon, qui est le quatrième pays au monde, je crois, qui consomme le plus d'électricité, donc c'est vraiment énorme. Donc on a vraiment des impacts qui explosent sur la partie centre de données, en raison de l'IA. Et la question qu'on se pose forcément, c'est, bon, très bien, on voit cette tendance qui est, l'augmentation des émissions liées à l'IA. Maintenant, moi, au quotidien, je fais juste un prompt, quelques prompts comme ça. Quel est l'impact concret de ce prompt si on le ramène, juste à moi? Et là, c'est un peu plus compliqué. On a de nombreux fournisseurs de services d'IA comme, OpenAI, Mistral, Google, qui vont donner quelques indications sur l'impact de un prompt. Sauf que chacun va y aller avec sa propre méthodologie, sa propre tambouille et ses propres angles morts, on va dire. Je crois que c'est l'année dernière que Mistral AI a publié une analyse de cycle de vie assez détaillée sur l'impact un prompt chez eux. En l'occurrence, c'était voilà l'impact de la génération de 400 tokens par leur, modèle, de l'époque. Ils disaient que voilà, générer 400 tokens pour nous, ça émet à peu près 1 gramme de CO2 équivalent. Ça consomme, 0,05 litres d'eau et ça consomme un petit peu de matière première pour la fabrication des puces. OK, très bien. Bon, maintenant pour générer 400 tokens, ça a été quoi le prompt en entrée? Si on fait varier la taille de ce prompt, dans quelle mesure est-ce que, les émissions, elles augmentent ou elles baissent? Heu, quelle est la consommation électrique qui se cache derrière ce 1,4 g de CO2 équivalent? Parce que selon qu'on prenne une consommation électrique, on dit: «Bah, en fait, ça émet pas grand-chose parce que c'est du décarboné» ou alors en fait ça tourne aux États-Unis avec une électricité qui est plus carbonée, ça va pas être la même histoire. Et ça, on ne sait pas. Ils ne nous disent pas: «Bah, on a utilisé tel mix énergétique, et le modèle, il a consommé tant de watts pour la production de nos 400 tokens». Donc c'est un angle mort qui fait que cette étude-là est intéressante, mais elle n'est pas suffisamment complète pour qu'on puisse vraiment en tirer des conclusions sur, des bonnes pratiques, on va dire, en termes de manipulation de l'IA, pour réduire notre propre impact environnemental. De la même manière, Gemini a également publié, donc Google a publié, une petite étude sur l'impact de leur modèle Gemini, où ils disent que grosso modo, c'est 0,24 Wh d'électricité pour, répondre à un prompt. Sauf qu'ils disent jamais vraiment c'est quoi la taille du prompt. Ils disent jamais vraiment c'est quoi le modèle utilisé. Ils donnent pas d'étude de sensibilité. Ils ne disent pas quel est le nombre de tokens, en entrée ou en sortie. Donc pareil, ça rend la chose un petit peu difficile à appréhender, pour se demander, bah, et du coup, est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise Gemini Pro? Est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise Gemini Flash? Est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise la partie raisonnement? On Ça nous donne pas vraiment de billes pour savoir quelle est, la bonne manière d'optimiser l'impact, de nos usages de l'IA. Et OpenAI, c'est encore pire. On a, un petit paragraphe dans un article de blog de Sam Altman qui drop comme ça, que, bah, tiens, une requête chez nous, ça consomme à peu près, 0,34 Wh d'électricité. Source, aucune, méthodologie néant, juste voilà. Et donc
L'impression que ça donne aujourd'hui, c'est que, les fournisseurs de modèles de services d'IA communiquent sur l'impact environnemental de leurs, services, non pas pour nous aider un petit peu à le réduire, mais juste pour dire: «Regardez, c'est pas grand chose, il y a pas vraiment de sujet». Alors qu'on a vu précédemment que c'est un sujet parce que la consommation des data centers explose et peut devenir à terme, difficilement soutenable. Donc on a vraiment, aujourd'hui, cette réflexion à avoir sur, l'impact environnemental de l'IA générative. Un impact qui est au niveau de l'électricité, au niveau du carbone, mais à d'autres échelles également. On pense la consommation d'eau notamment. L'IA pourrait notamment nécessiter, à peu près, 6 fois la consommation du Danemark en termes de consommation d'eau d'ici à la fin de la décennie, même un petit peu avant, 2027 je crois. Hem, on a d'autres impacts qui sont liés aussi à la production, de déchets, donc les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques. Il faut savoir que voilà, une puce, informatique, qui va servir à faire des calculs d'IA, elle va servir pendant peut-être 5 ans en moyenne. Après quoi, on va la retirer, soit parce qu'elle aura grillé, parce qu'elle aura un petit peu trop chauffé, soit parce que, loi de Moore oblige, ce sera un matériel qui sera devenu trop peu efficient pour faire fonctionner les modèles d'IA, qui seront utiles dans 5 ans. Donc ça va devenir des déchets qu'il va falloir pouvoir traiter. Aujourd'hui, les déchets d'équipements électroniques, ils sont très, très peu recyclés, c'est peut-être à hauteur de 20 et la seule IA pourrait générer plusieurs millions de tonnes de déchets d'équipements électroniques d'ici à 2030. Donc on a aussi ces sujets-là auxquels il faut encore ajouter tous les autres sujets qui sont liés de manière générale au numérique, que ce soit par exemple les particules fines, qui sont émises, lors de la création des équipements ou alors lors de leur recyclage à la fin. Les émissions de radiations ionisantes qui peuvent être liées à la production d'électricité ou encore une fois, au traitement des différents matériaux pour créer les puces ou les recycler. Les épuisements de ressources parce qu'encore une fois, voilà, les ressources sur, Terre sont disponibles en quantité limitée et finie et donc si on veut, construire toujours plus de data centers, au bout d'un moment, on va se heurter à une limite, forcément et malheureusement, je trouve qu'on manque encore aujourd'hui d'analyses de cycle de vie qui sont vraiment suffisamment complètes pour prendre en compte l'intégralité de ces paramètres-là sur, sur nos IA génératives. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a dit qu'il y avait des impacts, qu'on a dit qu'ils se situaient lors de l'entraînement, lors de l'inférence et qu'on a un petit peu de mal aujourd'hui encore à définir vraiment précisément qu'est-ce qu'on peut faire pour, lutter contre ça? On va aller vraiment dans l'action et se demander, heu, qu'est-ce que c'est finalement qu'une démarche frugale au niveau de l'IA? Et pour ça, Gaëtan, je te laisse la main. Très bien, merci beaucoup, Bastien. Et justement, oui, bah, on va partir de ces impacts, environnementaux pour essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce qui se fait en termes de frugalité pour, l'intelligence, artificielle. Alors, on va commencer, hein, par rappeler brièvement la frugalité, qu'est-ce que c'est? Et en fait, en une citation, c'est: «En faire autant, mais avec moins». Ça fait directement écho à la notion de sobriété, c'est-à-dire avoir nos IA qui rendent le même service, la même qualité de service, mais en consommant, ben, moins de ressources, comme l'a dit Bastien, moins d'électricité, moins d'eau, moins de minerais, produire moins de CO2. Et donc voilà, garder les mêmes capacités de raisonnement et d'assistance de nos IA, mais enfin, tout en essayant de réduire les impacts environnementaux. Ça va être différent donc de la privatisation où on va s'interdire d'utiliser une IA. Voilà, l'idée, c'est vraiment comment on en fait autant avec moins. Dès qu'on va parler, je vais oser dire d'environnement, d'éco-responsabilité, bah, finalement, l'un des acteurs, heu, le plus concernés, ça va être les pays, les États. Donc aujourd'hui, en termes d'IA, qui sont les pays, on va dire, qui sont le plus concernés par ça. Ça va donc bien entendu être les États-Unis, hein, ça il y a pas photo pour, tous les investissements financiers qu'ils font dans l'IA, la diversité des acteurs. OpenAI, Google, on ne les cite plus. Leur avancée en termes de cloud, de data center, donc toutes les infrastructures. Ensuite, on a la Chine, hein, qui est très avancée aussi, beaucoup de brevets déposés, une forte intégration de l'IA dans, son industrie et dans ses robots.
Et on a la France, hein, qui donc aussi, je vais oser dire, un challenger en termes d'IA, puisqu'on a Mistral AI, justement, ce qui assure une certaine souveraineté française, mais aussi européenne en termes d'intelligence artificielle, puisque Mistral a des contrats avec l'ensemble de l'Union européenne. Et en France, il y a des initiatives en termes d'IA frugale. Donc c'est là où ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe pour réduire les impacts des IA. En quelques points, en fait, alors la France, elle a déjà un avantage, c'est son mix énergétique basé, l'ordre de grandeur est de 80 sur le nucléaire. Ça pousse, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on voit arriver, des géants de la tech, notamment américains, à lever des fonds pour développer des data centers en France, justement pour que ceux-ci soient alimentés par une électricité, alors quasi décarbonée. Le nucléaire, ça produit un peu de CO2, mais bien entendu rien du tout à côté de tout ce qui est pétrole, charbon et gaz. Voilà, on voit cet attrait pour la France d'avoir des data centers qui font tourner nos IA dans notre pays, parce que le mix énergétique est principalement basé sur le nucléaire. Comme l'a dit Bastien, on a Mistral AI, donc, qui, eux, se sont lancés dans l'exercice de faire une analyse du cycle de vie de leur modèle. Ils ont fait ça donc en collaboration avec Carbone 4 et l'agence ADEME. Et ils se sont basés sur un document publié par l'AFNOR, donc un organisme de certification et de normalisation français. Et l'AFNOR a publié un référentiel pour aider les entreprises à évaluer les impacts environnementaux de chaque projet IA. Donc, ce document s'appelle la SPEC 2314. On va rentrer un petit peu dans le détail juste après. Et donc, ce document, il n'est pas à destination uniquement des producteurs de modèles d'IA, donc comme Mistral. Finalement, il est à destination de toutes les entreprises qui créent un service sur la base de l'intelligence artificielle. Donc, pas forcément des entreprises qui savent développer leur modèle, mais qui utilisent un modèle, peu importe d'où il provient, pour développer un service à base d'intelligence artificielle. Une petite anecdote, juste si vous me le permettez, parce que le premier bullet point parle de nucléaire. Aujourd'hui, Microsoft, aux États-Unis, ils ont choisi de rouvrir la centrale de Three Mile Island, donc, qui est l'une où il y a eu la plus grosse catastrophe nucléaire dans l'histoire du nucléaire avec Fukushima et Tchernobyl. Ils ont choisi de rouvrir cette centrale juste pour alimenter des data centers qui font tourner leur intelligence artificielle. Voilà, ça démontre le besoin d'électricité, si possible décarbonée, la place que prend le nucléaire dans cette course à l'énergie pour les data centers. Et encore une fois, pourquoi la France est prisée à ce niveau-là. Mais revenons sur donc, la SPEC 2314. On va commencer déjà par la décrire en quelques chiffres. C'est un document d'une centaine de pages, alors qui se veut vraiment purement pour donner des conseils. Ce n'est pas un texte de loi, c'est vraiment un texte d'aide aux entreprises. Donc voilà, c'est une centaine de pages qui vise à guider les entreprises, les développeurs qui sont, alors développeurs au sens très large, hein, au sens où on inclut aussi les data scientists, les data engineers, voilà, beaucoup de métiers de l'IT, et également les décideurs politiques, un document qui les guide dans un ensemble de bonnes pratiques concernant l'IA frugale. Parce que en ressortant de ce document, donc, il y a 31 fiches de bonnes pratiques. Donc, il incite par exemple à faire une analyse de cycle de vie. Donc ça, Mistral c'est prêté au jeu, on va dire. Aussi, donc, comment faire de la communication sans greenwashing, donc c'est-à-dire fournir finalement les bons chiffres en termes d'écologie, d'impact environnementaux, ne pas, je veux dire, mentir sur le sujet ou ne pas s'en servir à des fins malhonnêtes pour dorer son image, si on peut le dire comme ça. Le fameux cycle de vie, dans l'aspect en question, il est défini comme un processus en 8 étapes que Bastien a partagé tout à l'heure d'ailleurs. Donc, on a l'initialisation, conception, développement, on a la réévaluation, on a la mise hors service par exemple. Et pour chaque étape du cycle de vie, ceux qui veulent bien utiliser l'aspect, les acteurs qui l'utilisent, sont invités à chaque fois à se poser des questions selon 3 axes. Le service
enfin les services qui permettent de faire tourner le projet d'intelligence artificielle, mais également les données et l'infrastructure. Donc l'infrastructure, bien sûr, les data centers. Les données, bah, parce que ça a vraiment tout l'impact, je veux dire, de la partie big data en amont du projet d'intelligence artificielle. Et la partie service, bah, c'est qu'est-ce qu'on déploie finalement pour que l'usager final puisse utiliser le modèle, enfin le service à base d'IA, des API, des systèmes de batch, ou que sais-je, voilà, c'est selon ces 3 axes que la spec invite chaque, utilisateur, chaque, utilisateur de la spec, de se challenger pour faire une IA, toujours plus, frugale. Un service à base d'IA, toujours plus, frugal. Donc si on regarde des exemples de ces fiches, de ces 31 fiches de bonnes pratiques, il y en a une, par exemple, qui nous dit: «Utiliser des méthodes d'analyse de besoins pour mettre en œuvre la frugalité». Donc ça intervient principalement sur la phase d'initialisation et de conception/développement, du service, à base d'IA. Ça peut paraître un peu trivial de se dire faire une analyse de besoins, mais en fait, l'idée, c'est de vraiment essayer de sentir, si déjà on a besoin d'une IA pour répondre aux besoins et si oui, quel genre d'IA? On pourrait à la limite faire l'opposé en disant ne pas tomber dans le travers de toujours mettre un LLM, une IA générative, qui va du coup consommer beaucoup d'énergie, hein, comme on l'a vu précédemment. Parce que, par exemple, si on a besoin de faire une tâche de, je vais dire, de classification ou de régression, on peut utiliser du machine learning, des modèles de machine learning qui sont beaucoup moins énergivores qu'aller mettre un LLM directement. Si on a besoin d'une tâche de traduction, je veux dire, on peut s'interroger sur la taille du modèle et visiblement, un petit modèle fera l'affaire pour de la traduction plutôt qu'un gros modèle d'IA générative. Donc, analyse de besoin, finalement, c'est pour se demander si on a besoin d'une IA, certes, mais si oui, quel niveau d'IA, je vais oser dire? Finalement, il faut se poser la question et bah, bien choisir son modèle, c'est, limiter du gâchis, je veux dire en termes de consommation, parce qu'on aurait mis un modèle trop gros. Une autre fiche nous dit: «Définir des règles de stockage des données en fonction des usages». Ça, c'est ne pas oublier pourquoi on utilise de la donnée. On pourrait avoir besoin, par exemple, de stocker des données sur 3 ans pour comparer le présent et le passé, pour faire de la prédiction dans le futur. On pourrait en avoir besoin sur 5 ans pour des raisons réglementaires. Mais si on n'a pas de use case qui nécessite, dans cet exemple, plus de 5 ans, bah, il faut mettre en place une stratégie de purge pour, j'osais dire, se débarrasser des données qui sont vieilles de 5 ans parce qu'on ne va pas les réutiliser. Ou ça peut être, par exemple, si on veut faire de la classification ou de la détection d'objets sur des images, bah, est-ce qu'on ne peut pas compresser les images que l'on va utiliser dans notre service IA parce qu'elles sont moins volumineuses, donc elles vont consommer in fine moins de ressources dans le data center pour leur stockage, leur utilisation ou autre. Si oui, bah, quel taux de compression? Bien sûr, il faut pas. L'idée, c'est de se dire on ne va pas dégrader la qualité du service, hein, frugalité, en faire autant mais avec moins. Mais voilà, si on peut mettre un petit ratio de compression, c'est toujours ça de gagner. Et bah, créer un référentiel des impacts environnementaux des projets. Voilà, là, c'est un peu inviter les entreprises à se dire, bon, bah, d'accord, pour ce projet, bah, tous les services sont implémentés dans tel data center, donc tel mix énergétique, je vais dire, qui se cache derrière. On utilise un modèle de telle taille, ça va être tant de requêtes par jour, par mois, par exemple. OK, donc voilà, on essaye un peu d'estimer les impacts dans le détail du service à base d'IA. Donc ça, c'est en fait, en gros, là, en termes d'un organe pour l'AFNOR, donc l'organisme de normalisation, qui propose un ensemble de bonnes pratiques pour guider les acteurs, bon, en l'occurrence français, pour faire des IA plus frugales. C'est, je osais dire, pour l'instant, à la bonne volonté de tous. Encore une fois, Mistral s'est prêté au jeu, mais il n'y a aucune restriction, réglementation en sens loi à ce jour qui existe pour bien encadrer la consommation d'énergie et la production de CO2 et de déchets autour de nos IA. Mais il y a des initiatives qui commencent à voir le jour, on va le dire comme ça. Passons maintenant à deux petits outils, enfin petits, non, faut pas tant les minimiser en réalité, qui permettent de s'acculturer sur l'impact environnemental des modèles d'intelligence artificielle. On a le calculateur Ecologits qui,
en fait, vous renseignez donc un fournisseur d'IA, OpenAI, Google, un modèle, rattaché à ce fournisseur, GPT-4 par exemple pour OpenAI et vous choisissez un exemple de prompt. Est-ce qu'on va rédiger un document de 5 pages ou traduire un petit texte? Et en fonction de ça, bah, voilà, Ecologit, il va vous dire, votre prompt, enfin la requête qui va avec, va, consommer, tant d'électricité, tant de litres d'eau douce, produire tant de CO2. C'est un petit service mis en place par Geekface qui est très intéressant, bah, pour, choisir un modèle, je veux dire dans des cas simples où on veut limiter le plus possible l'impact et puis, bah, pour s'acculturer aussi, à l'impact de nos modèles sur l'environnement. Et il vient aussi avec une version plus poussée, où là on renseigne des paramètres alors qui peuvent être, qui peuvent nécessiter plus ou moins d'expertise, on ne va pas se le cacher, mais il y en a un par exemple qui est intéressant, c'est vraiment de dire où est-ce que va être envoyée la requête en termes de data center et donc de localisation de pays. Et bah, on peut sortir le petit graphe que l'on voit, sur la slide où, bah, finalement, alors ce sont les GWP, Global Warming Potential, donc des émissions de CO2 équivalents en fonction du mix énergétique du pays. Bon, bah, Islande, Norvège, Suède, Suisse, France, ce sont de petits émetteurs de CO2 comparés alors au Canada dans un petit temps, mais enfin dans un premier temps, mais surtout dans un second temps, par rapport aux États-Unis, à la Chine, au Japon. Preuve en est encore une fois que bah, en Europe, la France fait partie du lot. Bah, il y a un mix intéressant, un mix énergétique intéressant pour limiter la quantité de CO2 émise par les modèles. Et un autre outil intéressant, bon, bah, c'est Code Carbone. Donc c'est une petite bibliothèque, une petite librairie qui existe en Python, au moins en Python, peut-être dans d'autres langages. L'idée, c'est d'utiliser cette librairie dans son script, dans son code, pour surveiller l'impact carbone du code, pouvoir enregistrer différentes métriques, différentes KPI pour faire des comparaisons au cours du temps, par exemple. Et il y a des modules spécifiques pour évaluer l'entraînement et l'inférence des modèles en termes de machine learning, de deep learning et aussi d'IA générative. Donc, bon, avec Code Carbone, Code Carbone ne va pas réduire l'impact environnemental d'un script ou d'un modèle, mais il va permettre d'avoir une meilleure vision sur le sujet. Et bon, c'est aussi avec ce genre d'informations que l'on prend derrière des décisions plus avisées bah, pour être toujours plus éco-responsable ici en matière de digital et de numérique. Donc voilà, pour fournir de l'information et de la culture sur le sujet, Code Carbone est un outil aussi très intéressant. Hop, et bien voilà aussi donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui en termes d'IA frugale, hein. Donc je fais un bref résumé. Aujourd'hui, on a des initiatives qui commencent à voir le jour, donc la SPEC 2314 notamment pour la FNOR. La Mistral AI qui se prête au jeu. Des outils qui nous aident à prendre des décisions, Ecologits, Code Carbone. On est au début de l'histoire, puisque finalement l'IA c'est nouveau et donc je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup plus, le monde est beaucoup plus en quête de résultats de performance que de réduction des impacts environnementaux de l'IA. Voilà, des choses commencent à voir le jour, espérons que ça ira assez vite pour respecter notre environnement.